Mais en quoi la métaphysique serait-elle une manifestation historique, traditionnelle de la folie des hommes? Et plus précisément de la folie de certains d'entre eux, les métaphysiciens. Ce qui caractérise ces derniers, selon Wittgenstein, c'est qu'ils tentent, depuis Platon au moins, de produire des discours sensés et rationnels sur les fondements de l'existence du monde, sur le sens de notre existence, sur la possibilité du destin, de Dieu, de l'âme, d'une vie après la mort. Ils recherchent non seulement des explications, mais aussi des preuves à notre existence, à celle de l'univers en général, à celle de Dieu. Wittgenstein a développé une critique radicale de cette folle prétention, allant beaucoup plus loin que Kant ou que Russell, et affirmant que l'ensemble des énoncés de la métaphysique sont dépourvus de sens. L'ensemble des énoncés, c'est-à-dire non seulement les hypothèses et les réponses envisagées, mais les questions mêmes auxquelles ces hypothèses et ces réponses se rapportent. Selon l'expression employée par Wittgenstein lors de la rencontre du 30 décembre 29 avec les membres du Cercle de Vienne, tous ces énoncés ne sont que des bavardages. Les bavardages sont fort sympathiques et socialement très utiles. Discussions de fin de repas, entreprises de séduction, etc. Mais comme le dirait le second Wittgenstein, ils n'appartiennent pas au même jeu de langage que la science, qui est une activité sérieuse. Et comme ces fous qui ont des apparences d'êtres normales, de personnes saines d'esprit, les bavardages des métaphysiciens possèdent une illusion de sens, une illusion de consistance. En réalité, ils sont totalement dérisoires et absurdes. Cette tendance de l'esprit humain n'est pas accidentelle. Il s'agit au contraire d'une tendance naturelle. C'est une tendance naturelle à dépasser, comme l'on pourrait dire en langage kantien, les bornes de la connaissance. Le statut du métaphysicien est donc ambigu, à la fois du côté de la norme et de la folie. Normal, puisque tout homme est potentiellement habité par ce type de questions. Fou, hors du champ de la raison, puisque cette tendance repose de bout en bout sur une illusion liée au langage, à la logique, à l'usage correct des mots, qui ne peuvent saisir réellement l'étonnement qui nous pousse à vouloir faire de la métaphysique. Aristote, l'inventeur du mot métaphysique, voyait lui-même l'étonnement comme origine de la philosophie. Mais il n'aurait pas vu que si cette entreprise était très excitante pour l'esprit, elle ne pouvait que provenir d'un désir vain et insensé. Les mots ne peuvent pas avoir de sens au-delà d'une certaine limite. Comme le souligne Wittgenstein au sujet des écrits de Heidegger, il faut bien distinguer ce que l'on veut dire et ce que l'on dit finalement. Je cite. « Je puis, dit Wittgenstein, sans mal me représenter ce que Heidegger veut dire par être et angoisse devant le néant. C'est une tendance naturelle chez l'homme de venir se heurter aux limites du langage. Penser à l'étonnement devant le fait que quelque chose existe. Étonnement que l'on ne peut exprimer par aucune question et qui ne comporte pas non plus de réponse. Tout ce que nous aimerions dire ici ne peut être a priori qu'un non-sens. Nous n'en courons pas moins nous jeter contre les limites du langage. » La métaphysique représente une littérature étonnante, mais elle n'est en aucun cas un savoir, une science. On ne saurait même lui concéder qu'elle a le mérite d'émettre des hypothèses fécondes, profondes, mais malheureusement invérifiables. Car les questions mêmes qu'elle pose n'ont aucun sens. Dire par exemple que tout émane de l'un, ou que le néant s'oppose à l'être, ou se demander « pourquoi donc y a-t-il le monde et non pas plutôt rien ?» n'a pas plus de sens que se demander si le poids est plus bleu que le centimètre, ou d'affirmer que le chat est dans le pourquoi du chat. Une analyse rigoureuse du langage, qui est précisément ce que Wittgenstein appelle de ses voeux, doit pouvoir nous le révéler. Jouons un petit jeu. Parmi les phrases suivantes, l'une est une citation de l'éminent métaphysicien hegelien Emilio Brito. Les deux autres sont des énoncés totalement délirants, construits de toutes pièces et sans se préoccuper des règles élémentaires de la logique. Saurez-vous les différencier ? 1. La conscience effective de l'absolu éternitaire interdit pour le sujet de se poser sans s'opposer à lui-même. 2. Dans l'inclusive exclusivité de son immanence, le concept s'exclut, mais comme inclusion négative, dans le temps. 3. La transcendance de l'être en soi, présent dans la contradiction du concept, inclut en lui sa propre négativité. Pas facile. C'était la 2. C'est précisément là ce que veut nous faire comprendre Wittgenstein. On ne saurait se contenter d'invoquer la technicité de la métaphysique pour défendre son caractère prétendument sensé. Il est bien sûr légitime que la métaphysique possède, comme la médecine ou la mécanique, son propre jargon. Mais tout le problème est que, sous couvert de technicité, la métaphysique en vient à succomber à une illusion, à un paralogisme, qui lui est fatal. Elle en vient à croire de façon sincère qu'elle dit quelque chose sur le monde, sur le sens de l'existence, sur le bien, sur le mal.
C'est en ce sens que le Tractatus, publié en 1919 avec l'aide de Bertrand Russell et de quelques-uns des amis de Wittgenstein, présents à l'université de Cambridge, s'efforce de montrer pourquoi une phrase ne peut avoir de signification que si elle respecte certaines exigences, qui ne sont pas culturelles, mais inhérentes à la nature même de la logique. On retrouve la même idée dans l'ouvrage « De la certitude ». Pour que cela ait un sens, par exemple, de se tromper concernant ce que l'on voit ou ce dont on se souvient, il est nécessaire qu'il y ait quelque chose qui soit hors de ce doute, auquel on accorde confiance. Se demander si l'on ne fait pas une erreur en réalisant un calcul, ou si l'on n'est pas victime d'une illusion quand on perçoit quelque chose, ou que l'on se souvient d'un événement passé, a un sens. Un doute modéré peut être l'œuvre d'une personne sensée, mais prudente. Par contre, un doute généralisé, comme on en trouve en métaphysique ou chez les sceptiques, ne peut être que l'œuvre d'un fou. Je cite Wittgenstein, de la certitude. « Si un beau jour, mon ami s'imaginait avoir à tort vécu longtemps à tel ou tel endroit, je n'appellerais pas cela une erreur, mais plutôt un dérangement mental, peut-être passager. Toute croyance fausse de ce genre n'est pas une erreur. Mais où est la différence entre erreur et dérangement mental? Ou encore, d'où voyons-nous si je traite quelque chose comme une erreur ou comme un dérangement mental ?